peut peut-être commencer parce qu'il y a des gens là qui ont connu Séraphin dès leur plus tendre enfance. Et donc, elle n'arrive pas plus, peut-être. Disons que... Ah, voilà, Christian. Voilà, c'est ça. Il y en a qui ont connu Séraphin donc depuis leur plus tendre enfance et qui ont suivi des épisodes sur une dizaine d'années hebdomadaires. Impressionnant, hein? Combien ce personnage était important. C'est bon, c'est clair dans le film là, on n'a pas besoin de chercher bien loin que il est très rapproché de la nature un petit peu avare du Québec l'hiver, hein, de l'hiver québécois. Hein. Peut-être que le- peut-être qu'Alexis serait plus proche de l'été québécois que... Enfin, en tout cas, je vais très vite en besogne, là, je voudrais pas faire des interprétations prématurées, là, mais écoutez, voilà ce que je vais vous proposer comme exercice aujourd'hui. Euh, si seulement on avait une certaine stabilité dans notre... Il y a des gens qui sortent et qui rentrent parce qu'ils ont des problèmes, Hélène et Christian. Christian est même là deux fois. Bon, Oui. J'ai deux ordinateurs, aucun des deux fonctionne assez. Alors, j'essaie pour la première fois mon téléphone. Est-ce que ça marche? oui, oui, Oui. très bien. C'est parfait avec le téléphone. Je vais peut-être essayer ça désormais. Bon, écoutez, je vous propose donc un exercice. Euh, oh, c'est Hélène qui peut pas. Ouais, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Redémarrer ses appareils, peut-être. Ouais, Borhan propose que tu redémarres tes appareils éventuellement, ou bien une fois que tu as ouvert Zoom, tu étalonnes la voix et l'image. Il y a une façon de le faire quand tu as ouvert le logiciel Zoom, de, de, de faire ça. En tout cas, écoutez, l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est dans le film de repérer, euh, ouais, c'est de repérer des rapports entre signifiants. Peu importe ces rapports, on va essayer de faire une liste comme ça spontanée de rapports entre signifiants. Euh, un exemple de signifiant, c'est euh, Donalda et Alexis. Voilà, ça c'est deux signifiants qui sont en rapport.
Donc, mais ça peut être aussi la nature en été, la nature en hiver, ça peut être les petits animaux à fourrure, bref, ça peut être n'importe quoi. Faisons l'exercice de faire la liste au fond des rapports entre signifiants. Pas des signifiants tout seuls, mais des rapports entre signifiants. Bon, tout ça, pas de... Alors, écoutez, laissez-vous aller. Ouais. Canif, pénis, Qu'est-ce que tu as dit? Pénis, c'est quoi? canif au couteau. Canif, pénis. Ok. Semence et mort. Semence, c'est mort et vomissement. Hein? Ajouter argent aussi. Peut-être même Ah, vomissement, éjaculation. oui. Hein? Qu'est-ce que tu as dit, toi? L'argent. Ah, ok. Donc ici, on a mis en rapport semence, mort, vomissement, argent, éjaculation. Hein, parce qu'ils viennent tous ensemble à un moment donné au tout début du film. Hein, c'est pour ça. Bon, et dans le même ordre d'idée, il y a pièce de monnaie et poitrine de femme et sein. Je suis revenue. Bravo, Hélène! C'est pas ce que j'ai fait. Un miracle, un miracle. Pièce de monnaie et sein? Ah ben, ça, je ne l'avais pas vu, celle-là. L'écriture, et il vient quand il le fait. Tu sais, c'est comme, on ne peut pas plus souligner là, la structure libidinale et comme souligner là, au gros crayon fluo. Là. Mais avec les seins de femme, tu veux dire? Là, ouais. Ben oui, il refait le geste. Il fait avec la monnaie le geste de manipulation, là, de malaxage. Hein? C'est ça qu'il a Ah, ok, avec ok. d'ailleurs, sa monnaie qu'il cache dans les sacs de grains nourriciers, en quelque sorte. Hein? Il y a des C'est associations vrai qu'il y a deux sacs. C'est sacs vrai que... informes, qui ont déjà un peu comme des textures de mamelles. Donc, ces textures-là de ce qui est malaxable. Hein? Bon. C'est ça qui le fait jouir, en fait, depuis disons, la rencontre des signifiants là, qu'on nous montre Ouais, au début. ouais, ouais, d'accord. Suicide, dette. Suicide, dette. Quand est-ce que tu vois ça? Quand le père fait une tentative de suicide parce qu'il est Ah coincé oui, sous les dettes. ah oui. Le père Laroche, hein? La quoi? La, il La s'appelle loge, la loge. La Loge. J'ai manqué le début, mais est-ce que quelqu'un a parlé des jambes cassées, jambes euh, blessées? Il y a plusieurs scènes de jambes Oui, euh, d'hommes avec des jambes qui boitent ou bien qui... il y a, Il est dans la forêt avec, c'est-tu son frère, jambes cassées, puis lui-même se fait casser. Enfin, oui, c'est oui. ça, oui.
Ouais. Par contre, on ne connaît pas le nom de famille de Jambe de Bois. Ouais, On ne sait pas s'il est le frère d'Alexis ou pas. ouais, ouais. D'ailleurs, on ne sait pas, il y a des rapports fraternels qui sont trop, parce qu'il y a des orphelins là-dedans, hein, qui sont adoptés par des familles, là, Ouais. hein. Donc, enfin, les sœurs, soi-disant, de Donalda, là, il y en a une qui est la vraie fille, mais je pense qu'elle est adoptée. Et puis celle qui se suicide, est-ce qu'elle est adoptée aussi? Alors, la Simone, ça Ouais, c'est non, une... c'est celle qui meurt, je veux dire celle qui meurt de son avortement, là, oui. C'est Oui. une orpheline qu'on dit. On dit qu'elle est orpheline, elle. Donalda aussi, je pense, hein? Ah oui, OK. Non, Non, Donald, Oui, Donalda, elle a son père. oui. Moi, c'est le Alors, tandem oui, oui. Donalda et son père. Donalda et Le- son frère. Oui. Oui, Donalda et son père. Ça revient sous différentes formes, mais elle signale à son père qu'elle sera fidèle à Séraphin, en même temps qu'elle signale à Séraphin qu'elle lui sera fidèle malgré tout, quoi. Oui, oui. donc, au fond, elle est fidèle à Séraphin parce qu'elle est fidèle à son père, là. Il y a une sorte de correspondance des Oui, oui, signifiants, oui. hein. Il y a une correspondance, oui. Il y a des objets signifiants absolument répugnants, mais par fidélité Oui, à signifiant premier, le père, elle reste avec celui qui est répugnant. c'est ça. Mais elle lui est fidèle après sa tentative de suicide. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est ça l'élément décisif là, qui fait basculer son examen de conscience. Oui. Bon, moi, je vous propose aussi une scène qu'on a déjà vue dans le film précédent. C'est la scène de Donalda devant la tombe de sa mère, Ah! Oui. qui équivaut à la scène de, je ne sais pas comment elle s'appelait, Loulou, ou quelque chose comme ça, devant l'image de sa mère. Ah oui, il y a elle, mais moi, c'est ça, c'est drôle, mais moi, je pensais à l'héroïne devant la tombe d'Antoine. Tu vois? Oui, Donc, c'est la présence des morts, en fait. Ou l'espèce de tentative de reconstitution du moi autour d'un monument aux morts. oui, oui, oui. Bon, il y a aussi l'hiver et l'été, hein, il ne faut pas... C'est quand même assez clair. Et ce qui est impressionnant, c'est quand Alexis, devant le magnifique paysage, parle de la richesse Hmm. du territoire, par opposition évidemment à la pingrerie Ah, oui, oui. Ça, c'est intéressant. La rétention versus la générosité audacieuse qui laisse les choses comme ouvertes, en quelque sorte. Il y a aussi Alexis qui va chercher Séraphin en train de brûler. Oui, Il est le seul à entrer dans la maison. Ah oui, c'est quoi ce lien, là? Comment? Tout est fou à ce moment-là. Et puis, comment ça se fait que lui ressort indemne alors que l'autre, il est mort? Oui. Hmm. Et quand Séraphin dit je brûle, ben, tout le monde suit, mais il n'y en a pas un seul qui cherche à le secourir. Ah oui! C'est vrai, ça. Mais Celui il qui n'y a en a pas un seul. Tout le monde suit, mais c'est lui qui a sauvé. on va regarder Séraphin en train de brûler, quoi. Oui, c'est vrai, ça. Il y a quelque chose. Pourquoi lui en particulier? C'est vrai. C'est certainement parce que lui, il a le plus d'intérêt, finalement, il est le plus lésé par Séraphin, et lui, pour peut-être se Ouais. laver de ce soupçon-là, peut-être, je ne sais pas, une sorte de connivence à un niveau Hmm. à examiner entre les deux. Hmm.
Oui. Et puis, moi, ça brûle, c'est intéressant, là, parce que c'est son avoir qui brûle. Là. Son avoir, c'est son être. Et son avoir, c'est ses trésors, c'est-à-dire non seulement ses sous, mais son petit canif du départ, là, ce qui est exactement, en fait, c'est surtout qu'on trouve dans d'autres films. Là, c'est le Rosebud dans Citizen Kane. Tu sais, hein? C'est le traîneau que justement, un milliardaire qui a commencé très, très petit, là, mais toute sa carrière, le chef-d'œuvre d'Orson Welles, c'était pour compenser l'abandon de son traîneau qui s'appelait Rosebud au début du film. Et puis à la fin, on s'aperçoit, parmi tous ses biens, on est censé d'expliquer sa chute, enfin son irrésistible ascension, sa chute. Et ce que le spectateur voit, c'est que on jette au feu son petit traîneau Rosebud, c'est justement toute la motivation de sa quête de profit de toute sa vie, c'était d'avoir perdu son petit objet fétiche, son objet fétiche quand il est enfant. Tu vois? Alors, il y a quelque chose d'analogue ici dans la structure du film. Ouais. Surtout que le film, que le couteau, on le voit à la fin, c'est montré en gros plan, il est inscrit à son nom. Hein? C'est son nom, c'est son identité qui est dans le couteau qui l'échappe quand il est surpris bandant et éjaculant en jouissant devant sa mère, qui est bon, Ah, tu es sûr que c'est sa mère? ben, la façon dont elle lui parle, on a l'impression que c'est pas, il y a une sorte de familiarité entre eux. Là, je vois. Ben, c'est pourquoi ce ne serait pas sa sœur plutôt? Ben, sa sœur, on la voit, c'est On la voit arriver à la fin, sa sœur. oui, la voir, puis elle a son Non. âge. Là, c'est une différence de Ah, génération. Toujours est-il que celui qui lui donne la pièce de monnaie, c'est le même que celui qui l'enterre et dont il lui pique les bottes. Pourquoi je dis ça? C'est que pendant qu'il est en train de préparer le mort, les, les visions de la première scène viennent en flash Oui, oui. à ce Le moment-là. Donc, corps on écrasé. peut supposer que le bonhomme dont on voit les pieds là, tout le temps, c'est le même que celui qui couchait avec la fille dans la grange. Ah oui, Mais bon, longtemps après. oui. Bref. Bon, comment ça m'est passé au-dessus de la tête, là? Je ne suis pas sûr de suivre ton raisonnement. Là. Moi, je pensais que c'était surtout une association d'idées liées aux souliers, puis avec l'animal écrasé. Là, je ne sais pas ce qui rappelle. J'essaie de décrypter cette série de flashs autour des souliers, parce qu'ensuite, au mariage, il porte des vieux souliers tout à fait différents de ceux qu'il a enlevés aux morts, là, tu sais. Des vieux souliers usés, alors que ceux du mort étaient beaux et qu'il les a enlevés. Alors, il y a tout les signifiants en rafale, j'arrive pas trop à. Enfin, je ne suis pas sûr de suivre ce qui se passe. Là. Ouais. Bon, il y a l'association de la mort avec des souliers là, qui passent par là. Je ne sais pas trop. Il y a la mort du petit animal qui voit juste après avoir surpris après la scène primordiale, si on veut, la scène. Ouais. Donc, c'est ça. La vision de la mort est associée à celle du sexe. Hein? Et puis, il y a une sorte de transfert. Là, bon. Mais pourquoi ça devient une sorte de tabou pour lui? Là, il voudrait, c'est ça, il est tenté de prendre pour lui-même les souliers neufs du mort, mais il est retenu par les visions de l'animal écrasé dans la scène première du film. Bon. Mais attends, il y a quelque chose d'autre, parce que, au fond, on le voit souvent écorcher des animaux à fourrure. Hein? Et donc, prendre leur cuir. Quoi, hein?
Et les souliers, c'est un peu ça aussi. Hein? Le castor aussi, c'est un animal dont on enlevait la peau. Ouais, Donc, d'une seconde peau, hein, qui est ce genre d'association avec la mort. Donc, avoir une peau neuve, même enlever un mort, ça rappelle trop quelque chose qui est insupportable pour lui. Alors, il préfère mettre ses vieux souliers tout usés, qui correspondent bien sûr à sa pingrerie. mais là, c'est vraiment des constructions, là. Contentons-nous des signifiants, on verra après. Bon, mais il y a tout ça qui forme une grappe ici. Là. D'accord. Écoutez, c'est pour ça que c'est important de voir le film, vraiment. Se contenter de lire l'histoire du film ou un synopsis, ça ne suffit pas pour l'analyser, là. Il faut vraiment avoir vu et senti les signifiants du film. Euh, Moi, je dirais qu'il y a deux orphelines. Il y a Simone et Donalda. Oui, ben, on a contesté plutôt qu'elle était orpheline. Hein? Il y en a qui disent que c'est vraiment son père. Et moi, j'avais l'impression qu'elle était vraiment orpheline. Alors, c'est quoi son statut? Ben, c'est que au début du film, elle dit, ma mère est morte, ça fait 11 ans, je sais pas quoi. Elle est demi-orpheline. Hein? Et l'autre, elle est complètement orpheline. C'est intéressant. Il y a une sorte de gradation. Oui, oui. Elle est, et, Simone, elle a été amenée au village par le, pas par le curé, par Le notaire? le notaire, voilà. C'est lui, c'est le notaire qui dit, c'est moi qui l'ai amenée au village parce qu'elle était orpheline. Alors, il y a Donalda qui est orpheline de mère. Elle a un frère qui est Bitou. Et ce Bitou a épousé une femme qui s'appelle, j'avoue, je n'ai pas retenu son nom là. Euh, et ce jeune homme Bitou est une des causes de la faillite du père, puisque c'est un joueur invétéré. Ah. Non, mais il y Et a aussi la grande sœur. Hein? Il ne faut pas oublier la grande sœur qui a l'air beaucoup plus stable et pourtant qui est celle qui était sur le point de partir en ville avant cette histoire-là. ouais. Donc, elle n'est pas aussi déstabilisée par la perte de la mère, semble-t-il. C'est celle qui est jouée par Céline Bonnier, là, qui est tout. Et c'est la belle-sœur, ça, c'est la femme du frère de Donalda. Ah Nénette. oui, c'est sûr. Ah oui. Il me Oh. semble, oui, puisque elle engueule Bitou parce que il perd de l'argent. Elle l'engueule comme si elle était sa femme. C'est drôle, je n'avais pas en tête le même personnage. Là. En tout cas, peut-être je me trompe de personnage là, mais il y a comme une sorte de sœur aînée dans la maison Oui. qui est Oui. Ah, on la la voit femme toujours. du frère. Oui. C'est vrai que c'est ça, elle est censée partir avec son mari en ville. Mais est-ce que c'est avec Bitou? Bitou, oui, c'est le frère, oui. Ah, C'est celui ah, qui joue. pourquoi elle n'a pas le même, elle n'est pas aussi déstabilisée, elle n'est pas aussi impliquée dans la perte de la mère et tout ça. Là. Donc, elle est comme... C'est ça, c'est ça. Au contraire, elle soutient Donalda. Ouais. Hmm. Et il y a aussi un point, c'est que le fait d'être enceinte qui est important là.
Euh, alors, il y a deux femmes qui tombent enceintes. Simone qui meurt tout de suite et Donalda qui commence par... je pense pas qu'elle a avorté, mais elle a fait une fausse couche. Mais c'est deux fausses couches, une délibérée et puis l'autre involontaire. Qui ça, Donalda? Oui, c'est une fausse couche. Deux fausses couches? Moi, j'ai vu une seule. Non, mais non, ben, une fausse couche. Une des deux fausses couches, c'est ce qu'on appelle un avortement raté, là. Bon, mais c'est bon. Mais il y a une sorte de catégorie, c'est-à-dire par rapport au signifiant de base de grossesse, c'est deux fausses couches, donc une volontaire et l'autre involontaire. Quand est-ce moi, je ne... Si tu mets en parallèle les grossesses des deux personnages, là, bon. Ah, je comprends, excuse-moi. Ok, je comprends. Donc, c'est un avortement raté et une fausse couche. Là, oui, d'accord. C'est pas Donalda, les deux, là. Un, c'est Simone et l'autre, Donalda, d'accord. Et peut-être que ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait d'être enceinte entraîne la séparation de Donalda et Alexis. Elle dit à Alexis, je suis enceinte. Va-t'en, je suis enceinte. C'est ça qui est particulier. C'est Donc, particulier, mais est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment la décision de Donalda? Moi, je le vois comme quelque chose de second. Elle est enceinte, donc effectivement, elle dit à Alexis, bon ben, c'est terminé. Mais avant, elle avait fait des gages de fidélité qui sont sérieux à ah, Séraphin. oui, bien sûr, oui, oui. Oui, Mais pour indépendamment. convaincre, oui. Mais pour C'est-à-dire qu'elle- convaincre Alexis de s'en aller, elle croyait que l'argument Ah oui. je suis enceinte serait décisif. Et c'est aussi après ça, je pense que quand Séraphin essaie de l'approcher, elle va lui dire, ben là, il ne faudrait pas que je tombe enceinte, là. Exact. Et Oui. ça restreint Séraphin. Oui. Hein? Alors ça, c'est une indication majeure. C'est que... Ben, lui a peur d'avoir des enfants, en fait. Il n'en veut pas. Non. On veut pas. Ça Alors coûte de que, l'argent, des enfants. Ça coûte de l'argent. Oui. ouais. Alors que le principe du peuplement du Nord, des pays d'en haut, c'était justement les enfants. C'est-à-dire, Oui, non, c'est très paradoxal d'avoir comme mère quelqu'un qui est à l'idée de procréation. Tu sais, c'est profondément pervers. Là, tu sais, ça. et en fait, tu as le sentiment que il souhaite la dégradation de la vie des gens. Ouais. Il provoque cette dégradation. Il y a ce père et ce fils, le fils qui est souffreteux et qui va bientôt mourir. Et il dit, ah, je vais bientôt lui préparer un cercueil à lui. Tu sais, et puis le cercueil se révèle trop petit. Ben oui, c'est ça. C'est ça. En tant qu'usurier, il capitalise sur les déficits des gens pour meubler sans jamais solutionner son propre déficit sans fin. Là, tu sais. Mais son déficit qui est quand même un cœur, là, qui est l'argent manipulable, qui est profondément jouissif, mais qui est jamais, qui, qui, qui agit comme une sorte de trou noir. Hein. Il a jamais de vraie plénitude. Il ne peut pas jamais se dépenser, en quelque sorte. Il ne peut pas rayonner. Un trou noir où l'énergie entre et ne peut jamais sortir. Est-ce Donc, qu'il a une tout ce qui circule
dans le circuit énergétique, le capte dans son centre, dans sa singularité, et puis il n'y a rien qui peut rayonner de l'extérieur. Sinon, des forces d'attraction du vortex. Est-ce qu'il a une fonction de diabolisation un peu, Séraphin? Ouais. Oui, il joue diabolise, hein? C'est le contraire d'une force solaire, généreuse, etc. Oui. C'est l'antisocial par excellence. Il se sert de tous les... En fait, il y a un élément dans toutes les relations d'échange, il y a un rapport de dette dans un contexte de don contre don. Mais lui capitalise toujours sur l'aspect négatif qui ramène à des questions de survie immédiate pour que les gens aient des intérêts qui les compromettent. Hein, il les fait chanter. C'est ça, c'est un maître chanteur aussi. Les gens ont toujours un aspect moins avouable de leur parcours. Quand ils essaient d'avoir une position morale et tout ça, ils trouvent toujours le côté sombre, inavouable de leur position, de leur précarité, donc leur aspect déficit. Et lui capitalise sur ce déficit pour les manipuler, pour que leur énergie, leur force d'échange viennent vers lui sous une forme capitalisable. Il a aussi les yeux en amande, on peut dire. Ouais. Comme on imagine le diable, hein, Il a une tête de diable un peu. Hein? Oui, oui, c'est ça. Moi, ce qui me fascine, c'est sa capine, qui était aussi celle du personnage à la télé, l'espèce de capine qui a toujours sur la tête, là, avec des micro-oreilles, là, comme peut-être ça lui donne une figure un peu de gnome. Hein? Ça donne cet effet-là. Je ne sais pas si c'est sa tête normale ou bien s'ils l'ont déguisé, là, mais il n'était pas beau, hein, c'est sûr que le Puis le malheureux. regard, la manière de regarder aussi est toujours se fait de côté. Oui, 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 toujours en coin, là. Oui, c'est ça. On ne sait pas si c'est le strabisme de l'œil ou bien si c'est une manière de ne pas pouvoir confronter aussi un regard. C'est Ça peut vrai. aussi être ça. Regarde toujours la côté, hein, le côté ombre, hein, parce que c'est Oui. là qu'il faut voir. Hein, bon. Il ne peut pas être dans le face-à-face. Il doit passer par la côté, manipulé par derrière. Donc, c'est. Oui. Voir s'il est caché là, parce qu'il y a eu les deux scènes où, au début, quand il regarde sa mère ou sa sœur, et puis à la fin aussi, il regarde en face là, et il est caché derrière un panneau en bois. On le voit de face à ce moment-là, oui. On sent qu'il est vraiment capté par la chose là. Oui, oui, c'est vrai ça. C'est la seule fois où on le voit vraiment dans un rapport face-à-face. Hein. C'est avec la scène traumatique jouissive, en quelque sorte. Mm. C'est comme si ça le brûlait, en quelque sorte. Hein. C'est comme si ça devenait une sorte de point sensible. Il ne peut plus passer, il ne peut plus avoir un rapport direct avec les femmes. Là. Bon, il les approche même par derrière, le plus souvent. Là. Bon, Ça rappelle un peu le personnage dans le premier film qui était à la radio aussi. Oui, c'est vrai. dans quel sens? Dans le sens où il s'adressait aux gens avec une radio, je dirais, il n'avait pas un contact direct avec les gens la plupart du temps. C'était à travers la radio et la voix que Ouais. les gens le côtoyaient. Et puis quand les gens venaient vers lui, il était un peu distant aussi. Ouais. Il y a, bon, on sait que c'est le jeune roux qui a mis le feu à sa maison, Mhm. mais bon, s'il était roux, c'était donc pas trop par hasard, là, mais je me demande, au fond, ce roux-là, il était qui? C'est-à-dire, C'est c'est le fils quoi? d'un des premiers personnages qu'il a humilié. Là, hein. Il est venu avec Ouais, son fils. Si mon fils n'était pas là, moi, je te donnerais une raclée. Là. Bon, sous-entendu.
Et bon, c'est son fils, finalement, qui m'a donné la raclée définitive, là, bon, Ouais. parce qu'il était l'humiliation de son père. Bon. Parce que c'est ça, c'est toute cette transaction pour obtenir son terrain pour une bouchée de pain, alors qu'il peut être vendu avec d'immenses profits pour le petit train du Nord. Ok, c'est donc ça. Ouais. Donc, je lui rends la monnaie de sa pièce, en fait. Ouais. Et puis, c'est intéressant qu'il est celui qui gère la mort, l'aspect matériel de la mort dans ce village-là. C'est quand même Oui, incroyable. oui. L'espèce absolument fatale, l'espèce de dette qu'on voit d'entropie ou qu'on doit à l'univers, c'est lui qui gère ça. Donc, c'est vraiment, en fait, sa position mythologique est absolument claire. C'est Pluton. Hein? Donc, le dieu des enfers, c'est-à-dire du monde intérieur, sous la terre, mais aussi le dieu de la fortune, Plutos, hein, comme dans Plutocrate. Hein? C'est celui de l'espèce d'accumulation, mais sans don. Hein? Quand le circuit de l'échange est épuisé, bon, ben, ensuite, ça peut aller aux déchets sous terre. Hein? Et c'est un peu quelque chose d'analogue à l'accumulation stérile d'argent qui ne circule plus. C'est-à-dire que, au fond, c'est un être pour la mort. C'est un être qui est le contraire du curé Labelle. Le curé Labelle voulait peupler les pays d'en haut, voulait peupler le nord en faisant beaucoup d'enfants, mais bon, Séraphin, il voulait le contraire de ça. Ensuite, permettez-moi de compléter le motif mythologique qui me vient en tête, là, parce que c'est tout à fait cohérent. Parce que Pluton, il a pour femme Proserpine, c'est-à-dire qui est la déesse du printemps. Hein? Il la capture. Hein? Donc, elle doit passer la moitié de l'année sous terre avec lui. Hein? Donc, tous les signifiants des saisons qu'on a pointés, Ah c'est ça. oui, C'est une représentation du printemps, mais elle est mariée, elle est comme captée, kidnappée et mariée pour de vrai, légalement, à Pluton, le seigneur de l'enfer, du souterrain, du froid, du stérile, et donc de l'hiver, quoi. Hein? C'est le seigneur de l'hiver. ah oui. Donc, la Proserpine Donalda émerge de temps à autre à la lumière généreuse du printemps, mais bon, qui est sous la forme d'Alexis. Bon, elle se remet à vivre avec lui. Là, puis lui montre l'espèce de prodigalité de la nature. Donc, il y a ce pôle hiver, le pôle printemps. La déesse du printemps kidnappée ou mariée au Seigneur des enfers. Quoi, bon, D'ailleurs, de l'hiver. C'est ça, là. C'est pas l'idée chrétienne d'enfer. C'est une sorte d'idée païenne d'hiver, quoi, de la stérilité de la nature. Alexis, il s'en va en hiver et puis il écrit à Donalda, bon, la neige est en train de fondre, je vais pouvoir rentrer prochainement. Hein. Donc, il est vraiment associé. Ouais. On ne sait pas qui a avisé Alexis de la mort de Donalda. C'est son frère, je crois. C'est Le frère Bitou de- qui est allé le chercher dans son camp pour le ramener in Mais extremis. qui? Bitou. Bitou, le mari un peu faible, Ah, qui se libre héroïque à ce moment-là. Là, on ne ok, sait pas. ok. Oui, c'est le seul moment où il est héroïque un peu. Mhm. Mm. Et c'est ça, Alexis, il a 2 mois pour payer sa dette. Hein. Ah,
Donc, il a 2 mois pour nourrir tout ce monde, Oui. pour compenser le long hiver, pour que les gens puissent survivre. Il faut que Alexis puisse nourrir tout ce monde. Ah oui, et puis là, son affrontement physique avec le seigneur de l'hiver là, dans la forêt, autour du cadavre de son cheval, Voilà. là, bon, avec les associations du cheval. Hein. Euh, donc, il y a une vraie lutte presque à mort, hein, mais genre au bord de la mort entre le dieu du printemps et le dieu de l'hiver, au cœur de la forêt. Donc, en marge de civilisation, où tout peut se produire. Oui. Enfin, est-ce que vous arrivez à un petit peu identifier à présent euh, ce qu'il en est des signifiants, hein, ceux qui ne sont pas, qui font connaissance avec ce concept? Est-ce que cette espèce de brainstorming qu'on a fait maintenant, est-ce que il vous rend ça un peu plus palpable? Euh, Est-ce que vous arrivez? Ben, Oui. moi, j'aimerais parler du chiffre 2 qui est beaucoup représenté, je pense, que ce soit comme un duo ou alors en ce qui concerne les contraires, c'est toujours deux à la fois, pauvreté avec la richesse, puis les deux sacs, puis les 2 mois aussi, l'âge, ben, lui, il a 40 ans, elle a 20 ans, je ne sais pas, c'est juste une observation que j'ai eue, mais surtout on retrouve ça dans les contraires. Il y a beaucoup enfin, il y a la richesse, puis la pauvreté, puis il y a sa domination, la supériorité, l'infériorité, la soumission. En fait, je sais pas. Oui, oui, oui. Très bien. L'idée de comparaison et donc bon, de rivalité ou de compétition, hein, c'est toujours la Mhm. confrontation de deux États. Hein. Et puis, au fond, c'est ça qui le fait jouir aussi, hein, la manipulation des seins. C'était ça au départ, et c'est ça qu'il rejoue avec sa femme. La dualité est elle-même jouissive ici. Moi, je dirais que il y a, il y a comme un changement dans les rapports entre Donalda et son père. euh, Après la tentative de suicide. C'est-à-dire que, bon, avant la tentative de suicide, on a un rapport qui est plutôt libre. Donalda peut parler à son père facilement, parler de son amour, etc. Et puis, juste après la tentative de suicide, il y a comme une perte là, de quelque chose d'important, comme si elle pouvait plus garder cette distance à son père, elle devait coller à Séraphin, qui est un vieux comme son père, et donc elle n'a plus la liberté d'épouser Alexis, elle doit rester collée à ses vieux. Hmm. Et c'est comme si au fond son père était déjà mort et qu'elle était
déjà orpheline après qu'il ait fait sa tentative de suicide. C'est-à-dire qu'après la tentative de suicide du père, on dirait que Donalda devient comme Simone. Elle, elle est enceinte comme Simone de Séraphin, mais elle perd l'enfant. Bon, Simone, c'est volontairement, mais Donalda, c'est bon, c'est une fausse couche, mais c'est aussi la volonté de Séraphin qu'elle réalise dans son propre corps, dans le fond. Mhm. La non-volonté de Séraphin d'avoir des enfants provoque la fausse couche de Donalda, finalement. Oui, parce qu'on voit bien que c'est le mode de vie que Séraphin lui impose qui va causer on voit qu'elle est épuisée, elle a froid, elle travaille très dur. C'est certain que c'est des très mauvaises conditions de porter un bébé. Le complice de l'hiver jusque dans la température de leur maison. Hein. Ils cultivent le froid. Hein. Ouais. Ouais. Et il me semble qu'il y a aussi un moment où elle apprend que Séraphin est riche, alors qu'avant, elle le croyait vraiment pauvre. Mm. Ils trouvent le poteau rose en quelque sorte, Ouais. c'est-à-dire les pièces de monnaie dans les sacs de grains. Hein. Qui est comment le symbolisme mythologique revient encore, hein, parce que le mythe de Proserpine et Perséphone, c'est que bon, il faut que les grains passent un temps sous terre avant de ressurgir. Là. Bon, il y a une sorte de lutte entre les forces de l'hiver qui retiennent et puis celles du printemps qui font ressurgir le grain. Hein. Vous avez remarqué que dans la langue française, tous les mots qui veulent dire de l'argent sont en fait des graines Du blé. du blé et Oui, de l'oseille. oui, de l'oseille du blé, oui, c'est vrai, oui. C'est pas mieux. Hein? Du blé, de l'oseille, oui. Il y en a d'autres, en fait, c'est très étonnant. C'est, c'est- je ne sais pas d'où ça vient, là. C'est quoi le pognon? Ah, le pognon, oui. Le pognon, c'est pas, non, c'est pas de... Non, mais c'est l'idée de manipulabilité. En fait, ça sonne comme ça à des oreilles québécoises, là, mais c'est vrai que ça c'est pas natif. Hein. Je pense que c'est de l'argot français qui s'est insinué par les médias, là. Donc, il y Oui, a ça. oui, oui, oui. Ouais. Euh, euh, là, là, c'est mignon qu'au début du film, on explique aux spectateurs français que du blé d'Inde, c'est leur maïs. Hein. Bon. Et qui trouve ça très drôle. Oui, oui. Donc, ça on n'a pas besoin de le sous-titrer, là. Bon. Mais c'est quand même du blé, hein? Donc, il y a une symbolique du blé à travers le film. Mais Non, ça parce que les fait pièces de monnaie, c'est comme des germes aussi, c'est comme des grains de prospérité. Hein? Il y a une analogie euh, tactile dans l'objet même. Hein? C'est une sorte de potentiel élémentaire sous forme granulaire. je pense même que les épis, on les appelle des spermophores ou quelque chose comme ça. Oui, ben, c'est sûr, sperme, ben, c'est ça, c'est simplement le mot grec très ordinaire pour les grains, pour les céréales. Ça a donné les graines en québécois, là.
Oui, ben, tout ça, c'est relié. Hein, Enfin, la graine. La graine. ouais. Ben, en philosophie néoplatonicienne, on parle du logos spermatikos, c'est-à-dire le verbe qui répand la semence de tous les êtres, de toutes les identités à travers la réalité. Bon, tu vois, il y a un genre de niveau très élevé spéculatif, il y a un niveau très ordinaire, puis il y a des niveaux obscènes, mais c'est un terme neutre, en fait. Tous les termes en sperme, en sport, c'est toute la même logique de la dissémination. Sémination, c'est sémène, hein, c'est la semence. Et puis c'est Ouais. le terme anglais semen pour le sperme. Hein. Tout ça, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on a pointé au début l'analogie entre le vomissement, la nausée et l'éjaculation. C'est comme s'il y avait une perversion de l'éjaculation au départ, assimilée à la nausée, au dégoût, et une sorte d'érotisation du dégoût. Hein. Ce qui est dégoûtant devient en même temps jouissif à ce moment-là. Là. Tout ce qui veut sortir de façon stérile, là, la nourriture qui est expulsée, c'est en même temps assimilé à l'éjaculation, quoi, et donc à la dissémination spermatique. Donc, une sorte de vraiment une perversion, là, au sens technique, là, entre la confusion entre ce qui est émis et ce ce qui est jeté. Hein? Les registres sont confondus. Ouais, c'est-à-dire que, bon, c'est clair que l'enfant qui assiste au spectacle et qui éjacule euh, ne le fait pas volontairement. C'est-à-dire que c'est comme un événement qui le surprend lui-même, de la même façon que le vomissement est aussi quelque chose qui le surprend. C'est pas au même titre que l'éjaculation. Ça fait une cristallisation de signifiant, là. Ouais, Il y a une sorte de mouvement du corps qui rentre, qui sort, qui est comme une sorte de court-circuit qui se fait. Puis aussi je veux dire, le fait au moment où l'homme se moque de lui pour son éjaculation, sa bandaison, il échappe son canif fétiche de son identité, en quelque sorte. Hein. Et c'est que pour ressaisir son canif identitaire, qu'il doit réorienter sa libido en fait, vers quelque chose d'autre que des rapports normaux, hein, vers une sorte de capitalisation de la dette. ouais, mais enfin, c'est ça, ouais. Disons que on pourrait penser que la, la rétention, c'est l'anti-vomissement. Hein. C'est comme, Ah oui, il doit retrouver le contrôle. Hein. Il a perdu le contrôle sur tous les plans en même temps. Et son canif, c'était le symbole de contrôle concentré. Il a échappé ça, il veut retrouver le contrôle. Alors, il est absolument contrôlant à partir de là. ouais, Et c'est le trésor pour lequel, c'est son moi, là, je brûle, parce que je brûle, c'est son canif avec ses pièces de monnaie. C'est le canif, au fond, qui attirait les pièces de monnaie pendant tout le film. C'est ça qu'on réalise à la fin. C'est ça qui est plus important que la vie elle-même pour lui, parce que c'est moi. C'est moi qui brûle. non, ça, j'ai pas compris là, ce que tu veux dire. Euh, c'est que à la fin, le canif est associé aux pièces de monnaie. Hein. C'est Ouais, le canif avec son nom dessus. Hein. Donc, son identité, c'était le canif. Et c'était l'idée qu'un enfant peut avoir du contrôle avec le canif au point d'écrire son nom dessus. Et moi, je prétends que son avarice, c'était sa stratégie pour ressaisir son canif échappé, en quelque sorte. Et son canif qui était gardé au même endroit que ses précieuses pièces de monnaie. Là. Ça montre le lien euh, fondamental et indissociable entre les deux procédures. Là. On nous le révèle à la fin, qu'au fond, il a accumulé l'argent
pour le mettre dans la même catégorie, pour l'associer au canif. Hein. C'est l'idée de retrouver le contrôle et l'identité dont il a perdu, en fait, en étant surpris. Bon, Enfin, c'est pas seulement le canif, c'est aussi les hein, vomissements, c'est aussi le sperme. total de contrôle là, à un Ouais. moment extrêmement sensible. Alors, pour se ressaisir, bon, il peut ressaisir son canif dans l'immédiat, mais toute sa reconstruction identitaire se fait autour de trouver en fait le même type de contrôle que celui de l'outil coupant en quelque sorte, là, purement dans la négativité, là, bon, ouais, plutôt que ne pas laisser de place à une expansion vulnérable. Au fond, il joue sur la limite. Hein. Il joue sur l'extension des gens dans une limite où ils sont vulnérables, où ils dépendent de la bonne volonté des autres. Là. Il veut les coincer là. Hein. Donc, et puis pas permettre la moindre dépense ne va pas absolument rentrer vers l'économie, non pas domestique, parce que ça ne circule même pas dans sa maison, mais dans l'accumulation, dans le trou noir du trésor gardé parmi les grains avec le canif, en quelque sorte. C'est une sorte de capitulation. C'est comme si l'aspect. Enfin, l'argent, c'est une sorte de négation de la valeur d'usage. C'est purement une valeur d'échange. Hein. Une sorte de coupure qui s'est faite entre l'échange et l'usage et l'échange, donc le concret et l'abstrait. Donc, puis, tout est une occasion pour capitaliser dans l'abstrait concret et fétichisé de l'argent. Hein. Donc, ce qui permet de faire abstraction, c'est le geste de couper du réel, c'est quelque chose comme un canif. Là. Il faut quelque chose comme un couteau, une lame qui coupe le signifiant du signifié. Quoi. On considère que le signifié et tout est comme vampirisé. Toute signifiance, tout échange est vampirisé par par le signe monétaire. Bon. Regardez, si on compare le film qu'on a vu aujourd'hui avec le film qu'on a vu il y a 2 semaines, autour de la question de la procréation, de la fausse couche, de l'avortement, etc. Alors, dans le film précédent, qu'est-ce qu'on avait? On avait au fond, l'essentiel du film se jouait au moment où une femme qui est, je ne me rappelle pas son nom, qui est enceinte, on ne sait pas qui est le père, et son copain est là, il est obligé de s'en aller, il est obligé de souffrir le doute quant au père de l'enfant. Et donc, Ça, il ne veut pas que cet enfant-là, il voudrait bien qu'elle l'avorte au fond. Hein. Bon. c'est ça. Donc, l'enfant, le doute sur l'enfant provoque la séparation du couple parental. Alors que dans le film d'aujourd'hui, ce qui apparaît plutôt, c'est que il faut avorter et il faut que le père s'en aille, même si l'enfant est avorté. Enfin, c'est ça qui est particulier. Enfin, les 2 femmes qui sont fertiles dans le film se refusent à l'enfantement et meurent des suites d'une
du drame de la non-prolifération, hein. Et il y a toujours ce lien à une mère qui veille, qui est morte et qui veille de loin. Si on compare les deux films, on a ça qui apparaît. Euh, un père qui est un peu falot, un peu... Mais j'aurais une question. Moi, ce qui m'a frappé quand même dans Séraphin, c'est l'absence de la mère, de la notion de mère même. oui, oui. Ce sont des hommes entre eux qui gèrent certains rapports, et puis il y a des jeunes femmes qui sont leurs objets, en quelque sorte. Mais il y a la mère, elle est à la fois présente, mais elle est surtout absente. Elle est Il dans n'y a sa pas de ombre. femme, il n'y a pas de femme tutélaire là, il n'y a pas. Absolument, absolument. Ça m'a beaucoup frappé, je sais pas. Dans ce Peut-être sens-là, les jeunes, elles se débrouillent toutes seules, quoi. Oui. ouais. Les jeunes femmes, elles se débrouillent complètement toutes seules. Et elles sont en plein désarroi, justement. Oui, oui. Mais il n'y a pas de femme un peu tutélaire vers qui se tourner, ou une grand-mère, ou une grand-tante, ou une cousine. Il n'y a pas. Il y a la belle-sœur. Il y a la belle-sœur qui joue ce rôle-là. Oui, Là. Oui, mais la elle n'est belle-sœur, pas une mère. Elle non, n'est- elle n'est pas une mère. Non, non. elle est vraiment une sœur du même niveau qui essaye d'aider, mais qui Elle est une n'a pas femme le d'affaires pouvoir de aussi. vraiment aider. Elle est... Non, elle Un n'est pas une instant, mère. j'écoute. J'ai un ordinateur qui écoute. Il a été bien Mais éduqué. anthropologiquement. Enfin, c'est ton rêve qu'un ordinateur. Désolé, je ne sais pas de quelle chanson il s'agit. Travail à faire. Ben, écoute, il a l'oreille un peu déformée. Voilà les coordonnées de Chaya Valcourt. Ah ben, On connaît il pas est Chaya. déchaîné, là. Il n'est jamais intervenu si souvent. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de mère, hein. Il n'y a pas de mère. Hein, C'est vraiment frappant. Et elle-même, Donalda non plus. Bon, elle n'arrive pas à être mère. L'autre décède. Aucune n'arrive à être mère de ces jeunes femmes. Oui, oui. Et celles N'arrive pas. qui ont un certain âge sont plus ou moins des femmes à hommes, là, qui sont plus du Oui. côté de la sexualité que de la maternité. Oui, 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 oui. Wow. Alors que quand on pense à un film qui a été aussi célèbre que Séraphin, que La famille Plouffe, là, la famille Plouffe, il y en a une mère, hein? Oui. C'est tout à fait autre chose. On dit toujours que tous les films québécois sont marqués par l'absence du père, mais là, c'est très curieux qu'on a Pense de la mère, là. Ouais. Elle est Puis là. le père a un rôle qui n'est pas très, très enviable, quoi, par rapport à Donalda. En fait, il vend sa fille, quoi. Oui. c'est pas des pères qui font autorité pour autant. Non, non, non. Au fond, peut-être qu'on est dans l'univers anthropologique du monde des frères aussi, là, c'est ça, là. C'est que C'est la ça. notion que les pères puissent avoir une autorité est complètement, et elle n'est même pas en jeu là-dedans. Là. Tout est déconsidéré. Même le curé ne croit même pas à ce qu'il fait. T'sais. Il déconstruit sa propre religion dans le confessionnal. Je veux dire, personne ne croit à leur rôle, mettons, paternel, le patriarcat là-dedans. Mais ce qui est pris au sérieux, ce qui est glorifié, c'est le désir librement choisi
Et le reste est présenté comme une sorte d'interférence sociale lourde et stérile. Puis la compensation au manque de la mère, c'est l'argent. Ben oui, ben oui. C'est massif, là, je trouve. Pas clairement dit, je trouve. Oui, ben, ce qui reste, au fond, c'est les deux alternatives au monde effondré de la mère ou du père. C'est l'amour libre, au fond, et l'argent qui viennent de meubler, qui sont les deux successeurs rivaux de ce monde effondré de papa-maman. Oui, je pense on vient de cerner un petit peu l'essence. Oups, là c'est l'hôpital qui est en train de m'appeler. J'aurais dû répondre, mais bon, c'est trop tard. On vient de cerner l'essence du film, dans le fond, hein, que on a une société qui est supposée être patriarcale, qui est supposée être centrée sur le pouvoir de la religion et qui tout à coup se révèle l'inverse de ce qu'elle est supposée être, puisque elle est en Désolé, fait, il n'y a rien à répéter. il est très fantaisiste. Euh, bon, là, il m'a désarçonné, là. En fait, voilà, donc, tout à coup, l'univers patriarcal centré sur le curé, le maire, le, le Tout ça, il médecin, le notaire, je sais pas quoi, là, tout ça s'écroule d'un seul coup. En fait, les personnages sont là, mais tout à coup, ils apparaissent sous un jour complètement différent, où la perversion semble être la règle, au lieu que ce soit, bon, la volonté divine ou l'entendement humain. En tout cas, il y a comme un, un- un retournement, on peut appeler ça un retournement, tiens, un retournement de situation soudain, et, où plus rien n'est fiable. On peut même Et plus faire d'enfants, on peut plus. Est-ce qu'on irait jusqu'à pouvoir penser que les signifiants sont ébranlés? Tout à fait, ils sont Je sais pas. pervertis, ils sont. les Sont- maîtres Il y a une signifient. perte de signifiants, là, oui. Et ils changent de nature, c'est-à-dire, au lieu d'être, on peut dire, au lieu d'être oppositionnels, comme le serait l'hiver et l'été, par exemple. Au fond, l'hiver et l'été n'ont plus de sens quand on Mhm, habite en ville, hein. mhm. Oui, C'est ces gens sont sur le point d'arriver en ville, d'aller en ville. Puis ils y renoncent, voilà. ils sont dans les marges, là. Ils restent dans les marges, un peu en arrière. Au fond, ce qui est un peu le mythe de la Révolution tranquille. On était comme on était retardataire par rapport à la modernité. Puis enfin, on est arrivé, on est à l'avènement de la modernité. Il y a tout ce discours-là là, qui se répercute. Il y a cet épisode honteux où on a comme été hésitant sur le seuil, mais enfin, on est arrivé. Oui, on est arrivé en ville. Exactement. Euh, c'est- Il Enfin, y a là, toute dans l'idée. le film, on quitte la campagne, là, mais on va pas tarder à arriver en ville. Ben, c'est ça. Et il y a cette idée qu'au-delà de l'horizon de la campagne, là, les choses vont être nécessairement meilleures. Mais qu'est-ce qui attend, en fait, Alexis et Donalda s'ils arrivent en ville ou quelque part comme ça, là, je veux dire, s'ils sont en dehors des réseaux sociaux, familiaux, etc., qu'est-ce qui va leur arriver? Ben, l'un va être prolétaire et l'autre, quoi? Elle va être prostituée, quoi? Comment vit-on quand on est en dehors du réseau social
de soutien familial et mutuel de proximité. Là. Il y a d'autres. Je veux dire, tout ça, des notions comme celle d'amour libre, ça ne peut subsister que s'il y a une sorte de garantie qui fournit à l'individualité en dehors des liens communautaires. Il faut qu'il y ait l'État-providence, il faut qu'il y ait une économie de marché de type consommation. Et tout ça, ça n'existe pas encore. C'est ça. Alors, On est au début de l'exode rural où tout le monde vient s'entasser oui, dans c'est pas des... gay, là. C'est pas gay de choisir la liberté, soi-disant, là, pour entrer dans le monde capitaliste sauvage, là, tu sais. Il y a des raisons pour lesquelles les gens ne font qu'avoir des stratégies pour concilier l'amour et le mariage, bon, dans les romans du 19e siècle, là, parce que l'alternative est terrible. Tomber dans l'infortune de ce monde sauvage, là, c'est C'est oui. comme si on reprend la phrase du bonhomme d'il y a 2 semaines, là, qui prennent leur qui prennent quoi? Leur solitude pour la liberté. Ils confondent leur solitude avec la liberté, tu vois. C'est ça. Alors, c'est ça. Il y a une sorte de mythe de la liberté là, à travers l'amour libre, mais on ne se rend pas compte de ce que c'est le prix de la solitude, c'est-à-dire d'être par soi-même en ville. Là. Il n'y a pas encore une structure qui permet de vivre en ville comme on l'a vu auparavant. Là. Bon, en principe, tout le monde peut vivre à peu près, même sans foyer. Là. Bon, on peut vivre dans la rue aussi. Mais bon, mais il y a une sorte de déficit qui se conjoue à différents plans là. C'est facile d'imaginer qu'arriver en ville, c'est la liberté, là, mais ça ne va pas de soi, et surtout pas à cette époque-là. Et donc, c'est un film qui, au fond, moi, qui m'irrite du point de vue historique, là, parce qu'en fait, on projette des sensibilités, des psychologies, des anthropologies d'aujourd'hui, on les envoie dans un autre système c'est-à-dire qu'on imagine d'une forme caricaturale, qu'on ne peut pas imaginer vécu de l'intérieur. Ces formes communautaires comme intériorisées. C'est seulement sous une forme d'hétéronomie imposée, on fait semblant, là, comme si c'était un genre de société communiste à laquelle on ne croyait plus. Là. Et il y a une incapacité à imaginer l'avant du nouveau consensus type révolution tranquille, les modernités, quoi. Il y a une sorte de manque d'imagination anthropologique. Là. Et c'est ça constamment dans les films québécois. Là. Un film qui retrouverait réellement la façon de vivre avant. C'est toujours vu comme une sorte d'avant la libération. Enfin, les gens pourraient être eux-mêmes normaux comme on est aujourd'hui, mais qu'ils étaient pris dans autre chose avant. Mais on n'imagine pas que cet avant-là, il était habité de l'intérieur aussi, là, et que notre façon d'être aujourd'hui, elle a quand même quelque chose d'étrange. Elle est venue de remplacer autre chose qui n'était pas vécu simplement comme une aliénation avant. C'est a posteriori que ça apparaît purement comme ça. Alors, ce film-là tombe encore une fois dans ce travers-là d'imaginer qu'il y a un seul modèle d'être humain, c'est celui d'aujourd'hui. Et puis, tout ce qu'il y a pu avoir avant, c'est une sorte de. Les gens rongeaient leurs freins avant d'arriver à aujourd'hui. C'est ça l'idée le mythe québécois. Ils étaient comme nous, mais on les en empêchait. Eux, ils faisaient semblant. Ils faisaient Bon, semblant. écoutez, on a fait un petit peu le tour de ce film, je pense. Je regrette qu'on n'ait pas pu trouver des signifiants oppositionnels à part l'hiver et l'été. Mais je pense qu'il n'y en a pas dans ce film. Il y a plus une dynamique de la ressemblance qu'une dynamique de l'opposition. Donc, bon, je pense que quand C'est bien même, peut-être ça la leçon, que précisément, ouais, c'est ça, on essaie de, on essaie de, on essaie de mettre en scène un monde où les signifiants étaient encore complémentaires et on ne peut que le voir que sous la forme d'opposition. Il y a quelque chose, c'est comme si l'organe, pour saisir ce qui pourrait faire une sorte de complémentarité, de danse des signifiants, est disparu.
Ce qui fait que même dans une époque où ce n'était pas encore arrivé, on peut que voir ça, cette opposition frontale des signifiants d'opposition. Mhm. Oui, écoutez, bon, on a fait un petit peu le tour.